Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne, ce podcast est fait pour vous. On dit souvent que l'Union européenne n'avance que quand Paris et Berlin sont alignés. Est-ce vrai ? C'est ce qu'on va se demander avec les lumières de plusieurs experts dans cette série de 3 épisodes soutenus par le Fonds citoyen franco-allemand. Petite originalité pour l'occasion, vous pouvez trouver une version un peu plus courte de ces épisodes en allemand. N'hésitez pas à les partager autour de vous. Et pour m'accompagner, Valentin Flamand est toujours là. Salut Valentin. Allô, comme on dit de l'autre côté de la frontière allemande. Je vous rassure, ce n'est pas Valentin qui a fait la traduction. On a fait faire ça par des professionnels. Valentin, on attaque le 2e épisode de cette série. Nous avions terminé le précédent avec la signature du traité de l'Élysée au moment où 2 grandes personnalités, De Gaulle et Adenauer, s'accordent pour avancer ensemble. L'idée est là, mais la réalisation patine. En ratifiant le traité, le Bundestag ajoute un préambule qui rappelle la coopération étroite entre l'Europe et les États-Unis. Et pour le coup, De Gaulle est très déçu. Il faut dire que les ambitions du texte sont revues à la baisse, notamment en termes de défense, qui irrite fortement De Gaulle, mais ce n'est pas tout. Konrad Adenauer, son ami, on vous l'a expliqué dans l'épisode 1, laisse sa place à Ludwig Erhard, avec qui le courant ne passe, mais alors pas du tout. De Gaulle et lui n'ont pas la même vision de l'Europe, de ses compétences et de son rôle géopolitique. Et il faut attendre les années 1970 pour retrouver un peu ce moteur franco-allemand. Paul Maurice, expert de l'histoire des relations franco-allemandes. Avec l'élection à quelques semaines d'intervalle du président Valéry Giscard d'Estaing, un libéral de centre-droit, et le chancelier Helmut Schmidt, un social-démocrate libéral de centre-gauche. Et donc il y avait des convergences sur l'Europe. Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, tout le monde a toujours dit que c'était vraiment le couple né, pour ainsi dire. Frank Bassner, président de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Parce que les mêmes intérêts, les mêmes priorités, les mêmes états d'esprit par rapport à l'économie. Valentin, je pense que c'est le moment pour un point technique, pour la suite de notre récit. En France, on parle beaucoup de couple franco-allemand, mais il faut savoir que c'est très lié à notre régime hyper-présidentiel. En Allemagne, on a une coalition, donc tout n'est pas centré autour d'une personne. Et finalement, on n'emploie pas vraiment le mot couple, comme nous l'explique Frank Bassner, le directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. En effet, c'est plutôt le terme moteur qu'on utilise. Bon, c'est pas étonnant parce que les Allemands aiment les voitures, comme vous le savez. Blague à part, c'est vrai que ceux qui s'intéressent à la politique et à l'Europe savent que si la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord sur les grands sujets, les choses ne peuvent pas avancer. Donc même au-delà de la réconciliation, qui évidemment a aussi un poids fort dans l'histoire franco-allemande, aujourd'hui, même si on ne pense plus devoir se réconcilier, on sait qu'à 2, on peut faire avancer l'Europe, pas tout seul. Oui, couple, c'est plus romancé, mais il y a aussi de plus en plus de divorces, hein, donc ça a les deux côtés. Mais le couple franco-allemand, c'est toujours la précondition pour avancer, mais c'est pas suffisant avec 27 membres. C'est la précondition parce que l'Allemagne et la France sont tellement différents. C'est pas cette couple romantique qui est toujours d'accord, mais c'est tellement différent que si les deux peuvent se mettre d'accord, normalement, c'est aussi une bonne base pour tout le monde. La deuxième personne que nous venons d'entendre, c'est Klaus Welle, l'ancien secrétaire général du Parlement européen, désormais membre du conseil académique du Martens Center, le think tank du PPE, la droite européenne, qui est de nationalité allemande, et c'est ce qui nous a intéressés. Donc on l'a entendu, si la France et l'Allemagne arrivent à se mettre d'accord, en fait, on a fait une bonne partie du chemin. En l'occurrence, Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing y arrivent très bien. Ensemble, ils parviennent à trouver des compromis pour réveiller une Europe endormie. Sur l'impulsion de la France et de Giscard, ils poussent pour créer le Conseil européen, la réunion où les chefs d'État et de gouvernement fixent le cap. Lui, il a très insisté que le Conseil européen devient une institution européenne. Donc pas seulement une réunion informelle, mais une vraie institution dans le traité. C'est ce qui s'est passé. Et voilà, c'était quelque chose qui était très voulu par la France, ça c'est vrai. En fait, ce que nous explique Klaus Welle, c'est que chaque pays fait un peu comme à la maison. En France, on a un hyper-président, alors on crée au niveau européen ce Conseil des chefs d'État et de gouvernement. À l'inverse, en Allemagne, on a un régime parlementaire. Alors en 1979, Helmut Schmidt pousse pour que le Parlement européen
soit élus au suffrage universel direct. Face aux crises économiques, les deux hommes ont aussi jeté les bases d'une union monétaire stable. Autre sommet aujourd'hui, une rencontre entre Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt avec en toile de fond les difficultés du dollar. Et puis pour résultat, un compromis monétaire proposé aux Italiens par les Français et par les Allemands. Cette visite du président français et du chancelier allemand a été agrémentée par une autre visite à l'exposition Paris-Berlin. Et elle s'est voulue comme une sorte de pèlerinage historique dans le passé culturel contemporain des deux pays. Le but du voyage à Paris de Helmut Schmidt était cependant plus économique et monétaire que culturel. En présence d'ailleurs des experts allemands et français de l'état d'avancement de notre projet de création d'une zone de stabilité monétaire en Europe. Et nous avons pu, je crois, à l'occasion de cette conversation, d'une part constater la convergence de nos positions et faire progresser le raisonnement sur un certain nombre de sujets importants. Dans les années 1980, on retrouve un peu cette même dynamique avec deux présidents, encore une fois, de bords politiques opposés. Un président et un chancelier, le président François Mitterrand, socialiste, et le chancelier Helmut Kohl, chrétien-démocrate. Le premier a été arrêté près de Verdun pendant la Seconde Guerre mondiale et le grand-père du second a été blessé au même endroit en 14-18. Ils portent en eux tous les poids des conflits du passé, mais ils s'entendent très bien et l'année 84 va le prouver. D'abord au mois de juin, lors d'un conseil européen à Fontainebleau, alors que la CEE est minée par des désaccords budgétaires, notamment avec la Grande-Bretagne de Thatcher, la complicité des deux hommes permet de trouver un accord et de sortir de la crise. Et puis en septembre, à Verdun, le symbole ultime, lors d'une commémoration aux victimes de la Grande Guerre, le président français saisit la main du chancelier allemand. 70 ans après le début de la guerre 14, ce geste de Verdun marque la réconciliation irréversible entre les deux pays. Ce moment a été immortalisé par une photo mythique. On y voit Kohl et Mitterrand côte à côte face à un cercueil recouvert d'un drapeau arborant les couleurs de la France et de l'Allemagne, deux couronnes en hommage aux millions de morts. Pour nous, impossible de passer à côté. Alors comme on est des journalistes de terrain, qu'on ne recule devant rien, on a enfilé nos baskets et on est parti à Verdun. On s'est dit que c'était important de venir à Verdun, de braver le froid, le vent et les lignes de bus pour venir ici, c'est la ville symbole de ce qu'a été la détestation franco-allemande pendant près de 70 ans. Et ce qui a mené après à la réconciliation avec le geste de Verdun, qui d'ailleurs en vrai devrait s'appeler le geste de Douaumont, puisque ça s'est passé à l'ossuaire de Douaumont et on va vous raconter ça. Là-bas, on a appris que cette photo a failli ne jamais exister. En fait, elle a été prise à la toute fin de la cérémonie, alors que les télés avaient déjà rendu l'antenne. C'est seulement à cause du retard du photographe officiel du Quai d'Orsay qu'elle a pu exister. Je vous explique. En fait, il devait normalement être derrière François Mitterrand et Helmut Kohl, mais pour ne pas déranger. Et comme il n'y avait plus de place, il s'est mis en face. Et donc, on a cette photo mythique qui est aussi recadrée. C'est là tout le génie de la photo. On a l'impression que Mitterrand et Kohl sont seuls au monde, mais en réalité, derrière eux se tiennent des dizaines d'officiels. On a l'intimité d'un geste alors qu'on était vraiment au milieu d'une cérémonie officielle d'hommage. Et donc, c'est ça qui est quand même intéressant. Politiquement, le tandem fonctionne aussi très bien. Mais c'est surtout grâce à la médiation de Jacques Delors, le président de la Commission dès 1984. D'ailleurs, c'est la France et l'Allemagne qui ont poussé pour qu'il soit élu à la tête de l'institution européenne, comme l'explique Paul-Antoine Tugaillet, doctorant en histoire de la construction européenne à Sorbonne Université. Delors, dans ses mémoires, dit « Le 25 juin, Helmut Kohl, que j'allais accueillir à Orly avant le Conseil européen de Fontainebleau, m'avait pris à part pour me dire « C'est le tour d'un Allemand de présider la Commission, mais il peut y avoir un intérêt politique à ce que ça soit un Français. Dans ce cas, je n'accepterai personne d'autre que quelqu'un dont les initiales seraient J.D. » La nomination de Jacques Delors était vraiment un accord entre Helmut Kohl et François Mitterrand, un accord total entre le tandem franco-allemand. Le temps de Jacques Delors était un bon temps pour la coopération franco-allemande. Il comprenait Mitterrand, président Mitterrand, mais il comprenait aussi le chancelier Helmut Kohl. Il avait sa confiance et donc ça fait avancer l'Europe. Leurs efforts aboutissent en 1986 à l'Acte unique, un traité très ambitieux qui réforme les institutions, élargit les compétences communautaires et ouvre la voie au traité de Maastricht, à la monnaie unique et à l'Union européenne que nous connaissons
aujourd'hui. Et Maastricht, justement, c'est encore un pas de plus pour l'amitié franco-allemande, mais aussi et surtout pour la construction européenne. D'ailleurs, pour Hélène Miard Delacroix, professeure à Sorbonne Université, c'est le fruit de la vision des deux hommes, mais aussi d'une forme de pragmatisme. C'est l'idée partagée d'une responsabilité et d'un devoir des chefs d'État et de gouvernement, convaincus de la justesse de leur analyse, dans un monde qui est en train de bouger et de perdre ses appuis, de structurer et de stabiliser ce que l'on peut conserver comme acquis devant les grands changements que Mitterrand avait parfaitement anticipé et vu dès les années 85-87. Derrière, il y a des intérêts économiques des deux côtés du Rhin. En France, il s'agit de contrer un peu la puissance de la monnaie allemande qui fait de l'ombre au franc. Et en Allemagne, c'est d'éviter une chute de la valeur du mark. C'était impensable sans un accord entre la France et l'Allemagne. Même là encore, il faut toujours voir que sans les autres, ça ne marcherait pas non plus. On ne peut pas faire une monnaie à deux. Mais c'est vrai que là, la force de proposition de Mitterrand et de Helmut Kohl, c'était sans doute décisif. Mais à cet instant, le monde, l'Europe et l'Allemagne s'apprêtent à se transformer. En 1989, le mur tombe. En 90, l'Allemagne est réunifiée. Mais ça, on en parle dans le dernier épisode de cette série soutenue par le Fonds citoyen franco-allemand. À très vite!